Il existe une sensation étrange, presque inconfortable, que beaucoup ressentent sans toujours parvenir à la formuler clairement. Une impression diffuse que quelque chose, dans notre manière moderne d'organiser le monde, s'est déréglé. Non pas de façon spectaculaire ou brutale, mais subtilement, progressivement, comme si nous avions gagné en puissance matérielle tout en perdant quelque chose de fondamental, d'invisible, mais d'essentiel. Car lorsque l'on observe notre époque, avec ses technologies omniprésentes, ses réseaux, ses systèmes de surveillance, ses algorithmes capables de prédire nos comportements, ses institutions tentaculaires, une question dérangeante commence à émerger, presque malgré nous. Comment se fait-il que, malgré tous ces outils de contrôle, malgré cette accumulation de données, malgré cette capacité inédite à organiser, mesurer et anticiper, le monde semble aujourd'hui plus instable, plus fragmenté, plus incontrôlable qu'il ne l'a jamais été? Pourquoi avons-nous le sentiment que tout nous échappe alors que tout est censé être maîtrisé? Pourquoi la peur, la confusion, la fatigue collective semblent-elles augmenter à mesure que les systèmes de contrôle se perfectionnent? Et surtout, pourquoi certaines civilisations anciennes, pourtant dépourvues de nos technologies, semblaient-elles capables de maintenir un ordre, une cohérence, une continuité qui nous font aujourd'hui défaut? Cette question n'est pas nostalgique, elle n'est pas romantique, elle est profondément dérangeante, car elle suggère que le progrès tel que nous le concevons n'est peut-être pas synonyme de maîtrise, et que quelque chose, dans l'héritage laissé par une ancienne civilisation, a été non seulement oublié, mais peut-être volontairement abandonné. Lorsque l'on parle de contrôle, notre esprit moderne imagine immédiatement des contraintes visibles, des lois, des armées, des systèmes de surveillance, des structures de pouvoir centralisées, alors que le contrôle le plus efficace n'est presque jamais celui qui s'impose par la force, mais celui qui agit en profondeur, sur les croyances, les récits, les symboles, les rythmes de vie, les perceptions même de la réalité. Et c'est précisément là que l'ancienne civilisation semble avoir compris quelque chose que nous avons perdu. Elle ne cherchait pas à contrôler chaque individu en permanence, elle cherchait à structurer le monde de manière à ce que l'ordre paraisse naturel, évident, inévitable. Un ordre qui ne nécessitait pas une surveillance constante car il était intégré, intériorisé, vécu comme allant de soi. Aujourd'hui, nous tentons de compenser cette perte par la technologie, par la vitesse, par la multiplication des règles, des normes, des protocoles, comme si nous essayions désespérément de recréer artificiellement quelque chose qui existait autrefois de manière organique. Et plus nous tentons de tout contrôler, plus le contrôle semble nous glisser entre les doigts. Ce paradoxe est au cœur de cette histoire, car il ne s'agit pas seulement de comparer le passé et le présent, mais de comprendre ce qui, dans la structure même de l'ancienne civilisation, permettait une stabilité que nous ne parvenons plus à maintenir malgré tous nos moyens. Était-ce une question de croyance, de peur, de savoir, de relation au sacré, au temps, à la nature, à la communauté? Ou bien existait-il un système plus profond, un cadre invisible, une architecture mentale et sociale qui rendait le chaos beaucoup plus difficile à installer? Ce que nous appelons aujourd'hui contrôle est souvent une réaction, une tentative de rattrapage, un correctif, alors que pour l'ancienne civilisation, le contrôle semblait être une conséquence naturelle d'un ordre déjà accepté. Et c'est là que quelque chose commence à se fissurer dans notre compréhension moderne de l'histoire. Car si cette ancienne civilisation contrôlait mieux que nous, ce n'est peut-être pas parce qu'elle était plus autoritaire, mais parce qu'elle avait compris comment orienter les êtres humains sans avoir besoin de les contraindre en permanence. Et cette idée est profondément inconfortable, car elle remet en cause l'idée que nous serions aujourd'hui plus libres, plus conscients, plus évolués. Elle suggère au contraire que nous avons peut-être perdu une forme de cohérence intérieure, remplacée par une gestion externe de plus en plus lourde, de plus en plus visible, de plus en plus inefficace. Si ces histoires te fascinent, abonne-toi à la chaîne. Et si tu m'écoutes dans le silence de la nuit, quelque part sur cette planète, écris-moi un commentaire. Dis-moi d'où tu m'écoutes et l'heure qu'il est là où tu es. Ce que nous allons explorer dans cette série, ce n'est pas une glorification naïve du passé, ni une condamnation simpliste du présent, mais une enquête lente, patiente, presque archéologique,
sur ce qui constituait le cœur du pouvoir de l'ancienne civilisation, sur ce qui lui permettait de maintenir un ordre durable et surtout sur les raisons pour lesquelles cet héritage a été progressivement effacé, fragmenté, rendu inaccessible. Car un héritage oublié n'est jamais neutre. Il est oublié parce qu'il dérange, parce qu'il contredit une narration dominante, parce qu'il révèle des possibilités que l'on préfère ne pas voir. Et plus nous avançons dans cette exploration, plus une question essentielle va s'imposer. Si l'ancienne civilisation contrôlait mieux que nous, alors qu'avons-nous réellement gagné en échange de cet oubli ? Dans la prochaine partie, nous allons commencer à poser les premières bases concrètes de cette civilisation oubliée, non pas à travers des mythes ou des spéculations, mais à travers ce que ces structures, ces symboles et ces choix nous disent encore aujourd'hui, malgré les siècles qui nous séparent. Lorsque l'on tente d'imaginer comment une ancienne civilisation pouvait maintenir un ordre stable, cohérent, durable, sans disposer de caméras, de bases de données, de forces de police omniprésentes ou de technologies de suivi, notre esprit moderne se heurte immédiatement à une incompréhension, presque à une impossibilité logique, tant nous avons intégré l'idée que le contrôle passe nécessairement par l'observation constante, la mesure continue et l'intervention permanente. Et pourtant, c'est précisément cette absence de surveillance systématique qui constitue l'un des indices les plus troublants de la manière dont l'ancienne civilisation organisait le monde. Car l'ordre qu'elle maintenait ne reposait pas principalement sur la peur d'être vue, mais sur l'évidence d'un cadre partagé, accepté, intériorisé dès l'enfance, au point que s'en écarter ne relevait pas seulement d'une transgression des règles, mais d'une rupture avec le sens même de l'existence collective. Dans cette civilisation, le contrôle n'était pas une force extérieure qui pesait sur les individus. Il était inscrit dans la structure du monde, dans la manière dont l'espace était organisé, dans la façon dont le temps était vécu, dans les récits transmis, dans les symboles omniprésents. Tout rappelait à chacun sa place, non pas comme une contrainte arbitraire, mais comme une évidence presque naturelle. Les villes elles-mêmes semblaient conçues pour produire cet effet. Les temples, les axes, les proportions, les orientations, rien n'était laissé au hasard. L'architecture n'était pas seulement fonctionnelle ou esthétique, elle était pédagogique. Elle enseignait silencieusement l'ordre du monde. Elle rappelait, sans mots, la hiérarchie des choses, la relation entre l'humain, la communauté et ce qui la dépassait. Ainsi, nul besoin de rappeler constamment les règles, le décor les incarnait. Le simple fait de vivre dans cet espace suffisait à intégrer les limites, les rythmes, les interdits, mais aussi les protections. Car le contrôle n'était pas uniquement restrictif, il était aussi structurant. Il offrait un cadre stable dans lequel l'individu pouvait exister sans être constamment sommé de choisir, de décider, de s'adapter à un monde chaotique. L'ancienne civilisation semblait avoir compris que trop de liberté non structurée produit de l'angoisse, et que l'angoisse, à grande échelle, finit toujours par déstabiliser une société. Ainsi, au lieu de multiplier les règles explicites, elle multipliait les évidences implicites. Le temps était rythmé par des cycles clairs, les saisons, les rituels, les fêtes, les périodes de repos et de travail. Ces cycles n'étaient pas négociables, ils n'étaient pas flexibles, mais ils étaient compris, acceptés, vécus collectivement. Et cette compréhension collective supprimait le besoin de coercition permanente. Aujourd'hui, nous avons remplacé ces cycles par des calendriers modulables, des horaires flexibles, des rythmes individualisés, censés offrir plus de liberté, mais qui produisent souvent l'effet inverse, une perte de repères, une fatigue chronique, une impression de devoir constamment se réinventer pour rester à flot. L'ancienne civilisation, elle, semblait avoir choisi la stabilité plutôt que l'adaptabilité permanente. Et ce choix avait des conséquences profondes sur le comportement humain. Lorsque les limites sont claires, stables, intégrées, elles cessent d'être ressenties comme une oppression. Elles deviennent un cadre, un socle, un point d'appui. Le contrôle n'était donc pas vécu comme une intrusion, mais comme une protection contre le chaos intérieur et extérieur. Ce qui est particulièrement dérangeant pour notre regard moderne, c'est que cette forme de contrôle invisible ne nécessitait pas une autorité omniprésente. Les dirigeants existaient, les prêtres, les administrateurs, mais leur rôle n'était pas de surveiller chaque geste, il était de maintenir l'ordre symbolique, de préserver la cohérence des récits, de s'assurer que le monde reste lisible, car un monde lisible est un monde contrôlable, et un monde illisible produit de l'anxiété, de la défiance, de la fragmentation. L'ancienne civilisation semblait l'avoir compris intuitivement. Là où notre époque tente de corriger l'illisibilité par la donnée, par l'algorithme, par la prédiction, elle avait choisi une autre voie,
celle de la répétition symbolique, de la ritualisation, de la sacralisation de certaines structures. Ce n'était pas nécessairement plus juste, ce n'était pas nécessairement plus humain, mais c'était redoutablement efficace. Et c'est là que la question devient vraiment inconfortable. Si cet ordre invisible fonctionnait si bien, pourquoi l'avons-nous abandonné ? Pourquoi avons-nous remplacé un ordre intériorisé par un contrôle externe toujours plus lourd ? Pourquoi avons-nous préféré la surveillance technique à l'adhésion intérieure ? Peut-être parce que cet ordre ancien exigeait quelque chose que notre monde moderne refuse de plus en plus, la reconnaissance de limites non négociables, d'un cadre supérieur au désir individuel, d'un sens collectif qui ne se discute pas à chaque instant. Et peut-être que l'héritage oublié de l'ancienne civilisation ne réside pas dans ces technologies disparues, mais dans cette compréhension profonde de la psychologie humaine, dans cette capacité à structurer le monde de manière à ce que l'ordre ne dépende pas d'une surveillance constante. Dans la prochaine partie, nous allons explorer comment cet ordre invisible était transmis de génération en génération, comment il s'inscrivait dans l'éducation, les mythes et les récits fondateurs, et pourquoi cette transmission a progressivement été brisée. Toute civilisation qui dure ne repose pas uniquement sur ses structures visibles, ses monuments, ses lois ou ses dirigeants, mais sur quelque chose de beaucoup plus fragile et pourtant infiniment plus puissant, la transmission. Cette capacité à faire passer de génération en génération non seulement des connaissances pratiques, mais une manière de comprendre le monde, d'y trouver sa place, d'accepter ses limites et d'en reconnaître le sens. L'ancienne civilisation avait compris que le contrôle ne pouvait être durable que s'il était transmis avant même d'être imposé, intégré avant d'être questionné, vécu avant d'être expliqué. Et c'est pour cette raison que son héritage ne se présentait pas comme un savoir abstrait réservé à une élite, mais comme un ensemble de récits, de gestes, de symboles et de rythmes qui accompagnaient l'individu dès son plus jeune âge. On n'enseignait pas seulement ce qu'il fallait faire, on enseignait pourquoi le monde était ainsi, pourquoi certaines choses ne se discutaient pas, pourquoi certaines limites existaient, pourquoi l'ordre devait être respecté non par peur de la sanction, mais parce qu'il garantissait la continuité du monde tel qu'on le connaissait. Cette transmission ne se faisait pas principalement par l'écrit, elle se faisait par l'expérience, par la répétition, par la participation au rituel, par l'observation des anciens, par l'inscription du sens dans le quotidien. Ainsi, le savoir n'était pas accumulé comme une information, mais incarné comme une évidence. Et ce type de transmission est extrêmement résistant. Il ne dépend pas d'un texte unique, il ne disparaît pas avec la mort d'un dirigeant. Il se perpétue tant que le cadre symbolique reste intact. Mais c'est précisément là que la rupture s'est produite. Car à un moment donné, ce cadre a commencé à se fissurer. Les récits ont été fragmentés, les rituels ont été simplifiés puis abandonnés, les symboles ont perdu leur sens profond pour devenir décoratifs, et ce qui avait été conçu comme un système cohérent s'est transformé en un ensemble de traditions vidées de leur fonction originelle. Ce processus ne s'est pas fait du jour au lendemain, il a été progressif, silencieux, presque invisible. À mesure que les sociétés devenaient plus complexes, plus étendues, plus hétérogènes, la transmission directe devenait plus difficile. Les générations ne partageaient plus exactement le même cadre de référence. Les récits devaient être adaptés, simplifiés, parfois déformés pour rester compréhensibles, et chaque adaptation éloignait un peu plus le message de sa fonction initiale. À un certain point, la transmission ne portait plus sur le sens, mais sur la forme. On répétait des gestes sans en comprendre la raison, on récitait des mythes sans en percevoir la structure, on respectait des règles sans savoir ce qu'elles protégeaient réellement, et lorsque le sens se perd, le contrôle intérieur s'effondre. Car un ordre qui n'est plus compris doit être imposé. Ce qui était autrefois vécu comme une évidence devient une contrainte. Ce qui était accepté devient contesté. Ce qui était intégré devient négociable. C'est à ce moment-là que l'ancienne civilisation a commencé à perdre ce qui faisait sa véritable force, non pas sa capacité à punir, mais sa capacité à faire adhérer. Pour compenser cette perte, les structures visibles ont dû se renforcer, les autorités ont dû se durcir, les règles ont dû être multipliées, mais ces réponses ne faisaient que masquer le problème de fond, la rupture de la transmission.
Et une fois cette rupture enclenchée, elle devient extrêmement difficile à réparer, car on ne peut pas transmettre ce que l'on ne comprend plus soi-même. Les générations suivantes héritent alors de fragments, de vestiges, de symboles isolés, de textes incomplets, et elles tentent, avec les outils de leur époque, de reconstituer un tout cohérent à partir de pièces dispersées. C'est ainsi que naissent les interprétations contradictoires, les débats sans fin, les oppositions idéologiques. Chacun projette sur l'héritage ce qui lui manque dans le présent. Et l'ancienne civilisation, autrefois source d'ordre et de stabilité, devient un mystère, un mythe, parfois même une menace symbolique. Car ce qui n'est plus compris fait peur, ce qui n'est plus transmis correctement devient incontrôlable. Ce qui est particulièrement troublant, c'est que cette rupture de la transmission n'a pas seulement affecté le passé, elle continue de produire ses effets aujourd'hui. Nous vivons dans un monde saturé d'informations, mais profondément pauvre en transmission réelle. Nous accumulons des données, mais nous peinons à transmettre du sens. Nous expliquons beaucoup, mais nous incarnons peu. Et cette absence de transmission profonde rend toute tentative de contrôle extrêmement instable, car un monde sans héritage vivant est condamné à compenser par la contrainte externe ce qu'il a perdu intérieurement. Dans la prochaine partie, nous allons examiner un autre aspect fondamental de l'héritage oublié de l'ancienne civilisation, sa relation au temps, et comment cette relation lui permettait de maintenir un contrôle durable là où notre obsession du présent et de l'urgence fragilise tout. Il est presque impossible pour un esprit moderne habitué à l'urgence permanente, à la vitesse, à l'optimisation constante, d'imaginer ce que pouvait représenter le temps pour l'ancienne civilisation. Car là où nous le percevons comme une ressource rare à exploiter, à rentabiliser, à comprimer, elle le considérait comme un cadre sacré, un cycle vivant, une structure fondamentale à laquelle l'existence humaine devait s'accorder plutôt que tenter de la dominer. Cette différence n'est pas anecdotique, elle est centrale, car la manière dont une civilisation conçoit le temps détermine presque tout le reste, son rapport au pouvoir, à la transmission, au travail, à la mort, à la mémoire, à l'ordre collectif. L'ancienne civilisation n'était pas pressée, non pas parce qu'elle manquait d'ambition ou de complexité, mais parce qu'elle savait que la précipitation fragilise les structures, érode le sens et rend le contrôle instable. Le temps, pour elle, n'était pas linéaire. Il n'était pas une flèche qui va du passé vers l'avenir en exigeant toujours plus de vitesse. Il était cyclique, répétitif, prévisible. Les saisons revenaient, les rituels se répétaient, les fêtes marquaient les mêmes moments année après année. Et cette répétition n'était pas vécue comme une monotonie, mais comme une garantie de continuité. Car dans un monde où le temps est lisible, l'existence devient plus stable. L'individu sait où il se situe, il sait ce qui vient, il sait ce qui est attendu de lui. Cette lisibilité temporelle réduisait considérablement l'angoisse collective. Et une société moins angoissée est infiniment plus facile à orienter qu'une société constamment sous tension. Aujourd'hui, nous vivons dans un présent perpétuel, où tout doit être immédiat, où le passé est souvent réduit à une archive inutile, et où l'avenir est perçu soit comme une promesse abstraite, soit comme une menace permanente. Ce rapport fragmenté au temps produit une instabilité profonde. Il oblige les individus à se projeter sans cesse, à s'adapter en permanence, à réagir plutôt qu'à habiter leur existence. Et cette réaction constante épuise. L'ancienne civilisation, au contraire, avait compris que le contrôle durable ne se construit pas dans l'urgence, mais dans la répétition maîtrisée. En inscrivant l'ordre dans des cycles longs, elle rendait toute rupture difficile. Changer radicalement devenait presque impensable, non pas parce que c'était interdit, mais parce que cela brisait une continuité ressentie comme essentielle à l'équilibre du monde. Les décisions importantes n'étaient pas prises dans la précipitation, elles s'inscrivaient dans des temporalités étendues, elles étaient réfléchies à l'échelle des générations, parfois même à l'échelle mythique. Cette lenteur donnait au pouvoir une profondeur que nous avons perdue, car un pouvoir qui pense à long terme n'a pas besoin de se défendre constamment. Il anticipe, il prépare, il s'inscrit dans la durée. L'ancienne civilisation n'avait pas besoin de produire sans cesse du nouveau pour maintenir son autorité. Elle produisait du sens stable, des repères, des récits qui traversaient les siècles.
Et ces récits, parce qu'ils étaient liés au temps sacré, résistaient beaucoup mieux aux crises. Même lorsque des catastrophes survenaient, même lorsque des périodes de chaos apparaissaient, le cadre temporel offrait une continuité symbolique. Le monde pouvait vaciller, mais le temps restait, les cycles revenaient, et avec eux la promesse implicite que l'ordre pouvait être restauré. Aujourd'hui, à l'inverse, chaque crise est vécue comme une rupture définitive, car nous n'avons plus de cadre temporel suffisamment large pour l'absorber. Nous vivons dans une succession de chocs, et cette succession fragilise profondément toute forme de contrôle durable, car un pouvoir qui gère l'urgence est toujours en retard, toujours réactif, toujours sur la défensive. L'ancienne civilisation, en sacralisant le temps, s'offrait une stabilité psychologique collective que nous ne parvenons plus à reproduire malgré nos outils sophistiqués. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas un archaïsme, c'était une compréhension fine de la nature humaine. L'être humain a besoin de rythmes clairs, de répétitions, de limites temporelles. Sans cela, il s'épuise, se disperse, devient instable. Et un être instable est difficile à orienter sans recours à la contrainte. En oubliant le temps sacré, nous avons perdu un pilier fondamental du contrôle ancien. Nous avons remplacé la continuité par la nouveauté permanente, la profondeur par la vitesse, la mémoire par l'actualité. Et ce remplacement a un coût psychologique, un coût social, un coût politique. L'un des aspects les plus déroutants de l'ancienne civilisation, pour un esprit moderne habitué aux explications constantes, aux discours explicites, aux démonstrations rationnelles, réside dans sa capacité à transmettre de l'ordre, du sens et de la cohérence sans avoir besoin de tout verbaliser. Comme si elle avait compris que ce qui est trop expliqué perd de sa force et que ce qui est simplement montré, répété, intégré, finit par structurer les esprits de manière bien plus durable. Les symboles, pour l'ancienne civilisation, n'étaient pas de simples ornements, ni des superstitions naïves destinées à combler un manque de connaissances scientifiques, mais de véritables outils de structuration mentale collective capables d'agir directement sur la perception, sur l'émotion, sur l'inconscient, sans passer par le filtre parfois fragile du raisonnement logique. Un symbole n'explique pas, il suggère, il n'impose pas, il oriente, il ne dit pas quoi penser. Il crée un cadre dans lequel certaines pensées deviennent naturelles, tandis que d'autres deviennent impensables. C'est précisément pour cette raison que les symboles étaient partout, dans l'architecture, dans les rites, dans les objets du quotidien, dans l'organisation de l'espace, dans les récits mythiques. Ils formaient un langage omniprésent, silencieux mais cohérent, qui rappelait constamment à chacun la structure du monde, sa place, ses limites, ses obligations, mais aussi ses protections. Ainsi, l'ordre n'avait pas besoin d'être rappelé par des lois complexes ou des sanctions permanentes. Il était inscrit dans le décor même de l'existence. Traverser une porte, entrer dans un temple, participer à un rituel, observer une fresque, tout cela était déjà une leçon qui ne passait pas par l'intellect, mais par l'expérience. Et ce type d'apprentissage est extrêmement puissant. Car ce qui est appris par l'expérience directe s'ancre bien plus profondément que ce qui est simplement compris intellectuellement. L'ancienne civilisation semblait avoir compris que l'être humain n'est pas avant tout un être rationnel, mais un être symbolique, profondément influencé par ce qu'il voit, ce qu'il répète, ce qu'il associe, ce qu'il ressent. En structurant l'environnement symbolique, elle structurait les comportements sans jamais avoir besoin de les surveiller constamment. Aujourd'hui, nous avons largement remplacé ce langage symbolique par un langage technique, juridique, administratif, qui cherche à tout expliciter, à tout définir, à tout encadrer par des mots, des chiffres, des règles, comme si la clarté absolue garantissait l'ordre. Mais cette clarté apparente produit souvent l'effet inverse. Elle surcharge l'esprit, elle fragmente le sens, elle oblige l'individu à interpréter, à négocier, à contester. Et cette négociation permanente affaiblit le contrôle intérieur. L'ancienne civilisation, en utilisant des symboles stables, partagés, rarement discutés, produisait une adhésion beaucoup plus profonde. Car discuter un symbole, c'est déjà s'en extraire. Or, tant que le symbole reste vécu, intégré, il ne fait pas de l'objet d'un débat, il structure silencieusement. Ce qui est particulièrement frappant, c'est que ces symboles n'étaient pas choisis au hasard.
Ils étaient liés à des archétypes universels: le ciel, la terre, la lumière, l'obscurité, la naissance, la mort, le cycle, la hiérarchie. Des éléments que tous les humains peuvent ressentir, indépendamment de leur niveau d'instruction. Ainsi, le symbole parlait à tous. Il traversait les différences sociales, il unifiait, il créait un langage commun qui rendait la société plus cohérente, plus lisible, plus prévisible. Et un monde prévisible est un monde contrôlable. Ce n'est pas un hasard si, à mesure que l'ancienne civilisation s'est fragmentée, ces symboles ont été soit détruits, soit vidés de leur sens, soit transformés en objets décoratifs ou folkloriques. Car un symbole sans fonction n'oriente plus. Il divertit, il orne, il amuse, mais il ne structure plus. Et lorsque les symboles cessent de structurer, le contrôle doit se déplacer ailleurs, vers la loi, vers la force, vers la surveillance, vers la technologie. C'est précisément ce que nous observons aujourd'hui. Un monde pauvre en symboles vivants est contraint de compenser par des systèmes de contrôle toujours plus lourds, toujours plus visibles, toujours plus intrusifs. L'ancienne civilisation n'avait pas besoin de rappeler sans cesse son autorité. Elle la faisait ressentir, elle l'inscrivait dans l'espace et dans le temps, et cette autorité symbolique, parce qu'elle était partagée, acceptée, rarement questionnée, était d'une efficacité redoutable. Mais cette efficacité avait un prix, car un symbole puissant peut aussi enfermer. Il peut limiter l'imaginaire, il peut figer le monde. Et c'est peut-être là que se situe l'ambiguïté fondamentale de cet héritage oublié. Ce qui permettait un contrôle stable empêchait aussi certaines formes d'évolution. Aucun système de contrôle, aussi subtil, aussi intégré, aussi efficace soit-il, ne peut rester stable indéfiniment s'il cesse de dialoguer avec le vivant. Et c'est précisément à ce point de bascule que l'ancienne civilisation a commencé à montrer ses premières failles, non pas parce que son ordre était trop faible, mais parce qu'il était devenu trop rigide pour absorber le changement sans se fissurer. Car le contrôle qui fonctionne par l'intégration symbolique, par la transmission profonde, par la ritualisation du temps et de l'espace, repose sur un équilibre délicat. Il doit être suffisamment stable pour offrir des repères, mais suffisamment souple pour évoluer sans se renier. Or, à mesure que les générations se succédaient, que les contextes changeaient, que les territoires s'étendaient, que les sociétés devenaient plus complexes, l'ordre ancien a commencé à se figer non pas volontairement, mais par peur de perdre ce qui garantissait sa cohérence. Les symboles ont cessé d'évoluer, les rites ont été répétés sans adaptation, les récits ont été sanctuarisés. Ce qui autrefois servait à structurer le monde vivant est devenu un dogme. Et un dogme, même lorsqu'il est porteur de sens à l'origine, finit toujours par entrer en conflit avec la réalité mouvante. L'ancienne civilisation, en cherchant à préserver son ordre à tout prix, a progressivement confondu stabilité et immobilité. Elle a cessé de distinguer ce qui devait rester immuable de ce qui pouvait évoluer. Et cette confusion a produit une tension silencieuse mais croissante entre le cadre symbolique et l'expérience vécue. Les individus continuaient d'adhérer extérieurement, les rites étaient respectés, les symboles étaient honorés, mais intérieurement, quelque chose commençait à se décaler. Les réponses anciennes ne correspondaient plus toujours aux questions nouvelles. Les cycles sacrés n'expliquaient plus certaines ruptures. Les récits fondateurs perdaient leur capacité à absorber l'imprévu. À ce stade, le contrôle ne disparaît pas. Il se durcit, il devient plus autoritaire, moins tolérant à la déviation. Car un système qui sent sa cohérence menacée cherche instinctivement à se protéger. Ce qui était autrefois vécu comme un ordre partagé commence alors à être ressenti comme une contrainte. Ce qui structurait devient pesant, ce qui rassurait devient étouffant. Et cette transformation est extrêmement dangereuse pour un contrôle fondé sur l'adhésion intérieure. Car le moment où l'individu cesse de croire au sens du cadre est le moment où il commence à s'y soumettre par habitude, par peur ou par inertie. Et une obéissance sans sens est toujours fragile. L'ancienne civilisation a tenté de répondre à cette fragilité en renforçant la sacralité, en multipliant les interdits, en rigidifiant encore davantage les structures symboliques, pensant que plus le cadre serait strict, plus il serait respecté. Mais cette réponse a eu l'effet inverse, elle a accéléré la rupture intérieure, car ce qui n'est plus compris ne peut pas être maintenu indéfiniment par la seule répétition.
À un certain point, les symboles cessent de parler, ils deviennent opaques, ils perdent leur pouvoir structurant. Et lorsque cela se produit, le contrôle invisible se transforme progressivement en contrôle visible. Des sanctions apparaissent, des exclusions, des hiérarchies plus dures. La surveillance, jusque-là marginale, commence à s'intensifier. Et ce glissement marque un tournant irréversible, car le passage du contrôle intérieur au contrôle extérieur est toujours un aveu d'échec. Il signifie que le cadre n'est plus suffisamment intégré pour se maintenir seul. L'ancienne civilisation n'est pas tombée brutalement, elle s'est rigidifiée jusqu'à se fissurer. Elle a voulu préserver l'ordre sans accepter la transformation. Elle a cherché la permanence sans intégrer le mouvement. Et ce faisant, elle a perdu ce qui faisait sa véritable force, la capacité à faire adhérer sans contraindre. Cette chute n'a pas été immédiatement visible. Elle s'est étalée sur des générations, sur des siècles parfois, mais ses effets ont été profonds. La transmission s'est interrompue, les symboles se sont vidés, le temps sacré a perdu sa fonction, et l'héritage, autrefois vivant, est devenu un ensemble de vestiges, de ruines, de fragments que les civilisations suivantes ont interprétés sans en saisir pleinement la logique originelle. Lorsque l'ancienne civilisation s'est progressivement effondrée, non pas dans un fracas spectaculaire, mais dans une lente désagrégation de son cadre symbolique, de sa transmission et de sa relation au temps, elle a laissé derrière elle un vide immense, un vide que les sociétés suivantes n'ont jamais réellement su habiter, mais qu'elles ont immédiatement cherché à combler. Car l'être humain supporte mal l'absence de structure. Il peut tolérer l'injustice, il peut survivre au manque, mais il peine à vivre durablement dans un monde dépourvu de repères clairs, de récits partagés, de limites compréhensibles. Et ce vide, laissé par la disparition de l'ordre ancien, a été ressenti comme une menace profonde. Non seulement une menace politique ou sociale, mais une menace existentielle. Ce que les civilisations suivantes ont alors tenté de faire, souvent sans en avoir pleinement conscience, ce n'est pas d'inventer un monde radicalement nouveau, mais de reconstruire, avec les outils disponibles, une forme de contrôle capable de remplacer celui qui avait disparu. Mais ce remplacement s'est fait dans l'urgence, dans la peur du chaos, dans l'obsession de la stabilité. Et c'est précisément cette précipitation qui a marqué toute la différence. Là où l'ancienne civilisation construisait l'ordre de l'intérieur, à travers la symbolique, la transmission, le temps sacré, les sociétés postérieures ont cherché à le reconstruire de l'extérieur, à travers des lois écrites, des institutions, des armées, des administrations, des systèmes de surveillance, comme si l'ordre pouvait être imposé mécaniquement, indépendamment du sens. Au départ, cette approche semblait fonctionner. Les règles apportaient une certaine prévisibilité. Les structures centralisées permettaient une coordination plus large. Les institutions remplaçaient partiellement les cadres symboliques disparus. Mais cette stabilité était fragile, car elle reposait sur la contrainte plutôt que sur l'adhésion, sur la conformité plutôt que sur l'intégration, sur la peur des conséquences plutôt que sur la compréhension du cadre. Progressivement, le contrôle moderne est devenu de plus en plus visible, plus explicite, plus envahissant. Chaque faille devait être corrigée par une nouvelle règle, chaque déviation par une nouvelle sanction, chaque crise par un renforcement du dispositif. Et cette logique d'accumulation n'a jamais cessé. À mesure que le monde devenait plus complexe, le contrôle devait devenir plus dense. Mais cette densité avait un coût psychologique, un coût social, un coût intérieur. Car un contrôle externe constant produit une tension permanente. Il oblige l'individu à se surveiller, à se conformer, à anticiper les règles plutôt qu'à habiter pleinement sa propre existence. Là où l'ordre ancien offrait un cadre stable dans lequel vivre, le contrôle moderne impose un cadre instable auquel il faut sans cesse s'adapter, et cette adaptation permanente épuise. Ce qui est particulièrement frappant, c'est que le contrôle moderne, malgré sa sophistication, semble produire l'effet inverse de celui recherché. Plus les systèmes de contrôle se perfectionnent, plus la défiance augmente, plus les règles se multiplient, plus elles sont contournées, plus la surveillance s'intensifie, plus le sentiment de perte de liberté s'accroît. Comme si quelque chose, au cœur même de cette approche, était fondamentalement mal ajusté à la nature humaine. Et ce décalage devient de plus en plus visible. Les sociétés modernes peinent à maintenir une cohésion durable.
Les individus se replient, les récits collectifs se fragmentent, les institutions perdent en légitimité. Non pas parce qu'elles seraient inutiles, mais parce qu'elles ne parviennent plus à produire une adhésion intérieure. Là où l'ancienne civilisation contrôlait en donnant du sens, le monde moderne contrôle en gérant des comportements. Et cette différence est immense, car un comportement peut être contraint, mais une vision du monde ne peut pas l'être. Ce vide laissé par l'ordre ancien n'a donc jamais été réellement comblé. Il a été masqué, recouvert, dissimulé sous des couches de règles, de technologies, de procédures. Mais il demeure. Et c'est ce vide que beaucoup ressentent aujourd'hui sans parvenir à le nommer. Ce sentiment que quelque chose manque, que le monde fonctionne, mais sans cohérence profonde, que les structures tiennent, mais sans âme, que le contrôle est partout, mais que l'ordre, au sens ancien du terme, a disparu. Dans ce contexte, il devient de plus en plus difficile de maintenir l'illusion d'une maîtrise totale. Les crises se succèdent, les réponses semblent toujours insuffisantes, les solutions proposées corrigent les symptômes sans jamais toucher à la cause, car la cause n'est pas seulement technique, elle est symbolique, temporelle, culturelle, intérieure. Et c'est précisément ce qui rend la situation actuelle si instable. Le contrôle moderne tente de remplacer un ordre ancien qu'il ne comprend plus vraiment. Il reproduit certains mécanismes de surface sans saisir la logique profonde. Il imite la structure, mais a perdu le sens. Arrivé à ce point du chemin, après avoir traversé les structures invisibles de l'ancienne civilisation, son rapport au contrôle, à la transmission, au temps, aux symboles, puis observer la rigidification qui a conduit à sa chute et le vide laissé derrière elle, une évidence s'impose lentement, presque malgré nous. Ce souvenir de cet héritage n'est pas un exercice neutre, ni confortable, ni même rassurant. Car ce souvenir, réellement, ne signifie pas admirer, ni imiter, ni chercher à restaurer un ordre ancien disparu. Ce souvenir signifie comprendre, et comprendre oblige à regarder en face ce que cet héritage révèle de notre propre époque, de nos limites, de nos choix, de nos renoncements. L'ancienne civilisation contrôlait mieux que nous, non pas parce qu'elle était plus avancée techniquement, ni parce qu'elle disposait d'un pouvoir plus brutal, mais parce qu'elle avait compris quelque chose de fondamental sur la nature humaine. L'ordre durable ne se décrète pas, il se construit intérieurement, à travers le sens, la cohérence, la répétition et une relation partagée au monde. Mais cette compréhension avait un prix que nous avons parfois tendance à oublier lorsque nous idéalisons le passé. Car cet ordre ancien, aussi efficace soit-il, laissait peu de place à l'individu tel que nous le concevons aujourd'hui. Il offrait de la stabilité, mais limitait la rupture. Il garantissait la continuité, mais freinait l'imprévu. Il structurait profondément, mais enfermait aussi. Et c'est précisément pour cette raison que le souvenir de cet héritage est si délicat, car il ne s'agit pas de choisir entre un passé idéalisé et un présent chaotique. Il s'agit de reconnaître que chaque forme de contrôle porte en elle ses propres tensions, ses propres zones d'ombre, ses propres sacrifices. L'erreur de notre époque n'est peut-être pas d'avoir abandonné l'ordre ancien, elle est peut-être d'avoir cru qu'il pouvait être remplacé uniquement par des outils, des règles, des technologies, sans tenir compte de ce qui le rendait réellement opérant, la profondeur symbolique, la transmission incarnée, le rapport au temps long. En tentant de nous libérer d'un contrôle ancien devenu trop rigide, nous avons peut-être jeté avec lui des éléments essentiels à toute cohésion durable. Et en cherchant à compenser cette perte par un contrôle externe toujours plus dense, nous avons créé un monde qui fonctionne, mais qui ne tient plus intérieurement. Ce que cet héritage oublié nous oblige à affronter, ce n'est donc pas une solution prête à l'emploi, ni un modèle à restaurer, mais une question inconfortable. Qu'est-ce qui, dans notre manière actuelle d'organiser le monde, empêche la naissance d'un ordre vécu plutôt qu'imposé ? Pourquoi avons-nous tant de mal à produire des récits partagés, qui ne soient ni oppressifs ni vides ? Pourquoi le temps nous échappe-t-il à ce point ? Pourquoi les symboles qui nous entourent peinent-ils à structurer autre chose que des identités superficielles ? Pourquoi le contrôle moderne, malgré sa sophistication, semble-t-il si fragile, si nerveux, si dépendant de la contrainte ? Se souvenir de l'ancienne civilisation ne signifie pas vouloir redevenir ce qu'elle était. Cela signifie accepter de reconnaître ce que nous avons perdu en chemin, non pour le pleurer, mais pour comprendre ce qui nous manque aujourd'hui.
car il est possible que l'humanité soit entrée dans une phase nouvelle, une phase inconfortable, instable, où les anciens cadres ne fonctionnent plus, mais les nouveaux ne sont pas encore pleinement formés. Une phase de transition. Et toute transition est chaotique. Ce moment est souvent vécu comme une crise, mais il peut être vu comme une opportunité rare, celle de repenser l'ordre sans le figer, le sens sans l'imposer, la cohérence sans la rigidifier. Cela ne se fera pas par décret, ni par technologie, ni par nostalgie. Cela se fera lentement, par touche, par expérience, par une réappropriation progressive de ce qui structure réellement l'humain, le temps vécu, le sens partagé, la mémoire transmise, la symbolique incarnée. L'héritage oublié ne nous donne pas de réponse toute faite. Il nous rappelle simplement que le contrôle le plus puissant n'est pas celui qui surveille, mais celui qui rend le monde compréhensible. Et peut-être que la question la plus importante n'est pas de savoir comment contrôler mieux que nous le faisons aujourd'hui, mais comment recréer des conditions dans lesquelles le contrôle devient presque inutile, parce que l'ordre est à nouveau vécu comme une évidence intérieure plutôt que comme une contrainte extérieure. Ce chemin est long, incertain, et il ne ressemble pas à ce que nous avons connu auparavant. Mais une chose est sûre, tant que nous refuserons de regarder ce que l'ancienne civilisation avait compris et ce qu'elle avait sacrifié pour y parvenir, nous continuerons à osciller entre la nostalgie et la fuite en avant sans jamais trouver un équilibre durable. Se souvenir sans reproduire, comprendre sans idéaliser, transmettre sans enfermer. Peut-être est-ce là, dans cette tension fragile, que se dessine la suite de l'histoire humaine.